La semaine dernière, je vous parlais de la charge mentale et je vous expliquais notamment que la charge mentale, c'était les cases d'attente que vous aviez dans votre cerveau qu'il fallait identifier, poser sur un document et puis vider de façon à ce que vous puissiez libérer des poids que vous avez dans votre tête, charge mentale, poids dans ma tête, et qu'on avait différents poids dans sa tête, des poids de 20 kg, des poids de 1 kg et des poids que l'on pouvait diviser, c'est-à-dire un poids de 20 kg, tu vas faire 4 poids de 5 kg, ça va te permettre de plus facilement travailler sur cette attente-là pour essayer de l'évacuer plutôt que d'essayer de vider 20 kg d'un coup. C'était une vidéo importante pour comprendre comment fonctionnait la charge mentale et si tu fais la démarche et l'effort de poser sur un papier toutes les attentes que tu as dans ta tête, en général ça fonctionne très bien pour libérer un petit peu de charge mentale. Et je vous disais dans cette vidéo que chez les fumeurs, il y avait quelque chose qui était un petit peu embêtant au niveau des attentes, qui générait plus de charge mentale que sur une personne qui ne fume pas par exemple. Et donc, ça va être le sujet de cette vidéo. Donc évidemment que la vidéo, elle s'adresse surtout aux personnes qui fument. Et peut-être aussi aux personnes qui ont arrêté de fumer il y a quelques temps et qui du coup vont bien comprendre ce qu'ils ont gagné en faisant cette démarche. Et ça peut peut-être aussi convaincre une personne qui fume de faire des démarches pour essayer d'arrêter de fumer. Alors moi, je suis un spécialiste de l'arrêt tabac avec l'hypnose, puisque je suis maître praticien en hypnose et j'ai énormément accompagné les fumeurs, plus de 5000 fumeurs, à arrêter de fumer. On estime que le taux de réussite par rapport à une personne qui vient pour arrêter de fumer avec l'hypnose est de 1 sur 3, 30%. Donc vous allez me dire, 30% c'est pas beaucoup, alors que c'est énorme. Si je vous dis, tu as une chance sur 3 de gagner au loto si tu joues vendredi prochain, eh bien là, tu vas me dire, oh, je joue immédiatement. Évidemment qu'une chance sur 3, c'est énorme. Moi, j'étais un petit peu embêté par rapport à cette statistique parce que je trouvais que c'était pas énorme par rapport au fait que les gens me payent pour arrêter de fumer. Et je me disais, si j'ai qu'un seul client sur 3 qui réussit à arrêter de fumer alors qu'il m'a payé pour réussir cette démarche-là, il va pas être content, je vais pas avoir beaucoup d'avis positifs. Donc j'ai essayé de travailler pendant 8 ans à essayer d'améliorer cette statistique et j'étais plutôt proche d'un 50%. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui venaient me voir, il y en avait 50 qui arrêtaient de fumer. Après, il y a aussi des personnes qui arrêtaient de fumer mais qui replongeaient 1 an après, 2 ans après. J'ai des clients qui m'appelaient 2 ans après ou 3 ans après pour me dire bonjour Philippe, écoute, je suis vraiment désolé mais ça a bien tenu pendant 3 ans mais là, j'ai craqué et j'ai repris une cigarette et donc il va falloir qu'on refasse une séance. Donc c'est toujours un petit peu complexe l'arrêt du tabac parce que on a deux parties en nous les amis. On a deux parties et on a la partie raisonnable et la partie inconsciente. La partie raisonnable c'est arrête de fumer. Tu sais bien que ça sent mauvais, c'est dangereux pour ton corps. Souvent on a ce réflexe corps. Mon corps va énormément souffrir des produits toxiques qu'il y a dans la cigarette, donc à la fois à l'intérieur de mon corps, mais aussi mon visage, le vieillissement de la peau, etc. Les cheveux, voilà. Donc le corps, on sait très bien quel est l'impact de la cigarette sur notre corps, mais on a moins conscience de son impact sur notre mental, sur notre cerveau. Et c'est de ça que je vais vous parler, notamment au niveau des attentes que vous avez dans votre cerveau. C'est parti! Et on a cette fameuse partie inconsciente. La partie inconsciente, c'est mais non, allez, il faut que je continue à fumer. C'est important. J'ai créé ces ancrages-là quand j'étais jeune, au moment où j'ai démarré la cigarette. Et à partir du moment où les ancrages que j'ai dans ma tête sont bien ancrés dans mon cerveau, c'est je suis en stress, la cigarette m'apaise. Je prends un peu de poids, je fume un peu plus et j'ai l'impression de maigrir davantage. J'ai connecté toutes ces croyances à des ancrages maintenant dans mon cerveau qui sont très difficiles à gommer. Et ça, c'est la partie inconsciente. Mon conscient me dit, arrête de fumer, c'est dangereux pour toi. Il y a des articles qui viennent de sortir dans la presse. Chaque cigarette, c'est 20 minutes en moins dans sa vie. 20 minutes en moins. À chaque cigarette, un fumeur, il fume environ 10 cigarettes par jour, on va dire, en moyenne. Et donc, regardez, 200 minutes chaque jour en moins dans ta vie. Donc, évidemment que tu vas payer le prix à la fin. Tu ne le payes pas au début de ta vie, tu le payes à la fin de ta vie. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est cette fameuse partie inconsciente qui nous pousse à faire des choses parce qu'elle a créé des ancrages qui font que tu te dis que tu en as vraiment besoin, alors que tu n'en as absolument pas besoin. Et évidemment que l'impact, il n'est pas que physique. Et donc, je vais vous montrer maintenant ce qui se passe au niveau de votre tête. Alors évidemment, moi, pour améliorer mes statistiques, j'ai décidé de travailler à la fois sur le raisonnable, la partie consciente, et également sur la partie inconsciente. La partie inconsciente avec l'hypnose, pour aller chercher les croyances qui se trouvent dans l'inconscient, et la partie consciente avec des techniques de thérapie cognitive et comportementale, de façon à ce que le fumeur prenne conscience qu'il a aussi une part de responsabilité très importante dans l'arrêt du tabac. Parce que très souvent, avec l'hypnose, tu te dis, c'est
c'est bon. Grâce à l'hypnose, l'hypnothérapeute, il va faire son boulot, je vais m'endormir, je vais me réveiller, j'ai plus envie de fumer. C'est trop beau. Ça serait trop beau, il y aurait plus de fumeurs sur la planète, hein. Ça serait terminé, hein. La première cause de mortalité mondiale, c'est le tabac. C'est la première cause de mortalité mondiale. Un fumeur sur 2 mourra du tabac. C'est-à-dire que le taux de mortalité, il est extrêmement important. Extrêmement important. Et rien que ça, c'est ma responsabilité de me dire, non, c'est pas possible. Statistiquement, j'ai pratiquement aucune chance de m'en sortir. Donc, ma responsabilité, c'est de tout faire à partir de maintenant pour essayer de trouver une solution pour arrêter de fumer. Et là, je suis dans une démarche très conscientisée. Une fois, il y a un client qui est venu me voir. Il avait une 50aine d'années et il me dit, on commence à discuter. Et puis, il me dit, bon, bah, vous savez, moi, je suis extrêmement pragmatique, hein. Et moi, je lui dis, ah non, monsieur, vous êtes absolument pas pragmatique, je vous le dis. Le pragmatisme, il est basé sur le bon sens, la responsabilité, d'être très clairvoyant pour prendre des décisions très raisonnables. C'est ça, le pragmatisme. Et il me dit, je suis très pragmatique. Je dis non, si vous êtes pragmatique, compte tenu de la statistique qui dit que un fumeur sur 2 mourra du tabac et que la première cause de mortalité mondiale de l'être humain, c'est la cigarette, vous arrêtez tout de suite la cigarette et vous n'avez même pas besoin de moi. C'est-à-dire que dans votre tête, vous vous dites, bah non, je suis pragmatique, donc je peux pas fumer. Donc voilà, et c'est là qu'on voit que la cigarette, elle est extrêmement puissante pour te faire faire quelque chose au-delà de ton pragmatisme et au-delà du fait que tu te dises non mais c'est pas possible ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire quelque chose qui va jouer contre mon camp, la fameuse CSC, et je vais finir par payer le prix en bout de parcours. Et souvent on paye même à la moitié du parcours parce que AVC, etc. Quand tu le payes à la fin du parcours, déjà tu as eu un petit peu de chance, mais franchement c'est une pièce en l'air que tu jettes, hein. 1 sur 2, c'est pile ou face. Tu jettes une pierre et voilà, tu arrives dans une salle, il y a 100 fumeurs, il y en a 50 qui mourront du tabac. Cancer du poumon chez la femme, qui a énormément augmenté. 82% des cancers du poumon sont liés au tabac. Et j'ai vu un reportage l'autre jour qui disait que les femmes étaient énormément plus touchées par le cancer du poumon qu'il y a 10 ans en arrière, et donc forcément, c'est lié à la cigarette. Ça a dépassé le cancer du sein, puisque le cancer du sein est moins mortel que le cancer du poumon, parce que le cancer du poumon est difficile à soigner, et donc son taux de mortalité est extrêmement élevé. Alors il y a 3 addictions au tabac, il y a l'addiction physiologique, la nicotine, il y a l'addiction comportementale, mes habitudes, et puis il y a l'addiction psychologique, les croyances que j'ai connectées à la cigarette. Et celle-là, c'est la plus compliquée. C'est celle-là, c'est l'addiction psychologique qui te fait reprendre la cigarette 8 mois après ton arrêt parce que tu divorces. C'est l'addiction psychologique qui te fait reprendre la cigarette 1 an ou 2 ans après ton arrêt tabac parce que ton père est décédé. Elle est là, l'addiction psychologique. L'addiction physiologique, la nicotine, c'est rien du tout. C'est absolument rien. La nicotine, c'est rien. La nicotine, elle est gentille dans l'addiction au tabac. Ce n'est pas comme les drogues dures. La nicotine, c'est très sympathique. D'ailleurs, moi, j'avais dans les slides que je partageais à mes clients, j'avais mis un petit monstre sympa, un petit bonhomme rose avec des poils, avec des gros yeux, mais il était très gentil. Ça n'a rien à voir avec l'alcool, hein, je vous le dis, l'addiction à l'alcool, elle est beaucoup plus violente. L'addiction à la nicotine, c'est quelque chose que tu peux gérer assez facilement. C'est pour ça qu'il y a énormément de fumeurs qui arrivent à arrêter tout seuls sans aucune aide. Pas de patch, pas d'hypnose, rien du tout. Ils arrivent à arrêter le tabac sans aucun problème parce que la nicotine, ce n'est pas une addiction, voilà. Alors après, il y a des exceptions, évidemment, mais de manière générale, c'est assez facile de se débarrasser de la nicotine. En une vingtaine de jours, c'est terminé, on n'en parle plus. Pourquoi est-ce que 8 mois après, 1 an après, 2 ans après, 5 ans après, tu reprends la cigarette? Ça n'a rien à voir avec la nicotine. La nicotine, tu t'en es débarrassé en 48 heures. Hein. C'est parce que, en fait, tu as gardé ces connexions psychologiques qui font que dès que tu vas avoir quelque chose qui va beaucoup t'impacter émotionnellement, tu vas repartir sur ta croyance qui est de dire oh, j'ai besoin d'une cigarette pour m'apaiser. Toutes les croyances qui sont d'ailleurs dans les médias, partout, dans tout ce qu'on voit à la télé, où tu vois des personnes qui sont en stress et qui vont fumer une cigarette pour se déstresser. Ça continue à alimenter évidemment tes croyances. Et donc là, vous allez me dire, bah, c'est super Philippe, mais nous, ce qu'on attend, c'est que tu nous expliques quel est l'impact psychologique dans ma tête, dans mon mental de la cigarette, parce que je sais bien que sur mon corps, ça va pas faire des trucs super, ça va faire beaucoup de dégâts, ça je le sais depuis longtemps. D'ailleurs, je m'en rends compte moi-même, puisque j'ai commencé à 17 ans et j'ai 35-40 ans et je vois bien qu'il y a un petit souci au niveau de ma peau, de mon physique. Et donc, on va y venir maintenant. Je vais vous refaire le petit dessin. Le petit dessin de la semaine dernière. Regardez la tête, tac, tac. Voilà, je vais essayer de m'améliorer. Les yeux, voilà. Et donc, là, on avait nos cases. Vous vous souvenez, voilà, les cases d'attente, elles sont là.
Voilà, les fameuses cases d'attente. Et donc, on a tous des attentes dans notre tête, des choses à faire, des choses à dire et des choses à ranger, voilà, à classer, machin. Donc, on a toutes nos attentes qui sont remplies. Et ce qui se passe chez le fumeur, c'est que le fumeur, il a 600% d'anxiété en plus que quelqu'un qui fume pas. Vous vous rendez compte? 600% d'anxiété en plus. Plus de crises de panique chez les fumeurs, plus de remise en question. C'est extrêmement présent chez les gens qui fument. Un fumeur qui n'est pas anxieux, évidemment, toujours pareil, c'est pour la grande majorité. On est capable de tomber sur un ou deux fumeurs qui sont pas du tout anxieux, mais c'est exceptionnel. La plupart du temps, dans 99% des cas, le fumeur est une personne anxieuse qui se fait du souci, qui voit les choses un petit peu en noir au niveau du futur. Voilà, c'est une personne qui remet un petit peu en question les choses. Ça n'existe pas un fumeur qui n'est pas anxieux. Et je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi? Parce que l'anxiété, vous vous souvenez, c'est les cases d'attente qui sont remplies. Voilà, j'ai plein de cases d'attente remplies. Au bout d'un moment, il y en a énormément qui sont remplies, ce qui fait que ça va me poser un problème. Et là, je suis dans le cas de quelqu'un qui n'est pas fumeur. Le fumeur, lui, il a 3 cases d'attente qui vont se remplir en plus des autres. C'est-à-dire que moi, j'ai ces cases-là qui sont remplies, cette zone-là. Le fumeur, lui, il va avoir cette zone-là. Puisqu'il a 3 cases, voilà, 3, j'ai dit 4, je sais pas, mais c'est 3 cases qui vont se remplir. Donc, vous avez la première case qui est l'attente de la prochaine cigarette. C'est-à-dire que cette case-là, elle va s'allumer, elle va s'éteindre en permanence dans la journée. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu fumes ta première cigarette, tu as fini ta cigarette, tu as pris ton café souvent ensemble, voilà, ça va de pair, et hop, tu as terminé. Et puis, hop, ton cerveau, il est content, poup, ok, dopamine, malin, t'es content. Ah, soulagement, super. Et après, poup, il rallume la case et il dit, c'est quand la prochaine? Et cette case-là, elle est très embêtante parce qu'elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, et elle épuise le système des attentes. Donc ça, c'est la première chose que le non-fumeur n'a pas. D'accord? Le non-fumeur, il n'a pas ça, lui. Il n'est pas là dans sa journée en train de dire bon, c'est quand la prochaine cigarette? Il est 10h30, bon, bah, il serait peut-être temps de prendre une pause. Tiens, Géraldine, tu peux venir avec moi, on va fumer une clope. Et oui, il n'est pas dans cette logique-là, lui. D'ailleurs, dans les entreprises, ce sont les fumeurs qui prennent des pauses. Les gens qui ne fument pas, ils ne prennent pas de pause. Mais le fumeur, lui, comme il a le besoin d'aller fumer par rapport à la nicotine, il va prendre des pauses. Et cette case d'attente, elle va s'allumer. C'est-à-dire que tu vas prendre ta pause à 10h30. Tu vas discuter, tu fumes ta cigarette. En été, tu restes un petit peu plus parce que c'est plus cool. Et en hiver, il fait un peu plus froid, donc tu rentres plus vite, tu retournes plus vite au bureau, dans ton bureau. Donc là, tu reviens au bureau. À peine tu t'es assis, ta case d'attente dans ton cerveau, poum, elle s'allume en rouge. Vous savez, comme, je sais pas, comme un petit signal qui fait di, 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 et qui reste allumé tant que t'as pas fumé, tant que t'as pas éteint. Et ça va épuiser ton système des attentes. La deuxième case que les non-fumeurs n'ont pas et qu'ont les fumeurs qui va s'allumer une case d'attente dans le cerveau, c'est ici, l'attente de la maladie ou de la mort. C'est une case qui est extrêmement puissante. Cette case-là, quand on commence à fumer à 17, 18 ou 19 ans, c'est pas grave cette case-là, elle existe presque pas. Mais plus tu avances dans l'âge, 20, 25, 30, 35, 40, 45, plus cette case-là, elle prend de l'ampleur dans ton cerveau. Et plus elle va prendre de place. Quand est-ce que je vais tomber malade? Quand est-ce que je vais mourir? Est-ce qu'il y a un danger pour moi? Je sens bien que là, ça commence à être... j'ai un petit peu mal au poumon. Puis quand je me lève le matin, je me racle la gorge. Je sens que j'ai du mal à monter les marches. Et cette case-là, elle va prendre de plus en plus de place. Donc, la case, j'attends ma prochaine cigarette. Elle s'éteint, elle se rallume, elle s'éteint, elle se rallume. La case, quand est-ce que tu vas tomber malade? Quand est-ce que tu vas mourir parce que tu fais quelque chose qui est très mauvais pour toi, extrêmement dangereux, première cause de mortalité mondiale? Celle-là, elle va s'allumer. Et puis, tu vas avoir la dernière case qui va s'allumer que les autres n'ont pas, les non-fumeurs. C'est la case l'attente de l'arrêt du tabac. Et oui, donc j'ai 3 attentes. L'attente de l'arrêt du tabac, c'est une case qui va s'allumer assez vite. Pour les femmes, c'est souvent quand on arrive vers le moment où on veut avoir des enfants, il faudrait peut-être que je réfléchisse quand même à arrêter. Et puis c'est là qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à arrêter. Et là, c'est un petit peu problématique parce qu'on se dit, bah mince, j'arrive pas à arrêter, c'est très embêtant. Et donc, comme vous avez vu sur la précédente vidéo que l'anxiété, c'est les cases d'attente, évidemment qu'un fumeur va avoir plus de cases d'attente remplies qu'un non-fumeur et donc il va développer une anxiété plus importante. Et à côté de cette anxiété plus importante, il va y avoir une baisse de l'estime de soi. Pourquoi? Parce que l'estime de soi, c'est l'amour de soi. Est-ce que tu as de l'amour pour toi, l'estime de soi, je m'estime, ou bien est-ce que tu n'en as pas? Et le souci, c'est qu'il y a une partie inconsciente de nous qui sait que quand je fume, je me fais du mal. Je fais quelque chose qui n'est pas positif pour moi. Alors en 1936, non.
Mais en 2025, oui, parce qu'on a plein d'études et on sait aujourd'hui ce que fait le tabac. Donc quand tu fumes, tu sais ce que tu fais. En 1936, tu savais pas trop. Tu disais, ouais, c'est cool de fumer. Là, maintenant, on sait. Donc le truc, c'est que quand tu fumes, tu sais que tu fais quelque chose qui n'est pas positif pour toi. La définition de l'amour, c'est le désir profond et sincère d'être heureux, en bonne santé et épanoui. Et à partir du moment où tu fumes, tu n'as pas un désir profond et sincère d'être en bonne santé. Et donc à partir de là, tu as une partie inconsciente de toi qui dit quand même, tu t'aimes pas trop si tu continues à fumer comme ça. Et puis tu te rends compte, tu fumes de plus en plus, tu es de plus en plus stressé, tu es passé de 10 cigarettes à un paquet et demi, et là ça commence à être vraiment grave. Et ton inconscient le sait. Ton inconscient le sait. Ton conscient le sait aussi parce qu'il s'en rend compte. Tu rentres le soir, tu sens la cigarette. Les gens autour de toi, comme ils voient que tu avances un petit peu dans l'âge, ils te disent ça serait bien quand même que tu arrêtes. Si tes parents ils fument pas et qu'ils voient que toi tu fumes, ils vont dire ouais, ils vont s'inquiéter pour toi, il faudrait que tu arrêtes de fumer. Donc à partir de là, pas d'amour pour soi, pas d'estime de soi. Et tu vas cumuler les deux et ça va représenter un cercle vicieux infernal. C'est-à-dire que tu vas avoir une anxiété plus forte. L'anxiété, c'est voir les choses en noir. C'est-à-dire dire ça va mal se passer, ça va être compliqué. C'est ça l'anxiété. Et puis l'estime de soi qui est faible, c'est j'y arriverai pas, je serai incapable de le faire. Et oui. Et donc quand on met les deux, il se passe quoi ? Il se passe que je vais tout le temps remettre tout en question dans toutes les actions que je vais faire et je vais procrastiner bien plus qu'un non-fumeur. Vous voyez qu'on est sur la série de la procrastination, donc c'est pas pour rien que je fais cette vidéo. Je vais beaucoup plus procrastiner. Je vais dire, bon allez, je dois faire un dossier important, allez, je vais fumer une cigarette. Et je continue à fumer, mais comme mon estime de moi, elle est un peu faible, je vais dire, je vais pas y arriver, oh là là, j'y arriverai jamais, j'ai pas la compétence, je vais douter de moi. Et en plus, comme j'ai une anxiété forte, je vais dire, le dossier est très compliqué, c'est très difficile, et voilà. Et donc, à partir du moment où j'ai ces deux trucs-là, comment je fais ? Comment je fais notamment pour arrêter de fumer ? Comment je fais pour arrêter de fumer puisque j'imagine que ça va être extrêmement difficile. Oh là là, ça doit être très difficile d'arrêter de fumer. La dernière fois que j'ai arrêté, j'ai tenu 2 jours. Et en plus, j'ai une estime de moi qui est faible. Et donc, je me dis, j'en serais incapable. J'ai pas le pouvoir. Et donc, le travail sur le pouvoir est extrêmement important. Le travail sur le fait de pouvoir le faire. C'est pas je veux arrêter de fumer qui fait que tu arrêtes de fumer. C'est je peux arrêter de fumer. Et donc, le gros de mon travail, lorsque j'accompagnais les fumeurs, plus de 5000, donc je connais bien le sujet, eh bien, c'était de travailler sur le pouvoir. Comment est-ce que je vais être capable de leur donner le pouvoir ? Et on donne le pouvoir aux gens lorsqu'on les aide à comprendre comment ça fonctionne et lorsqu'on leur apprend à fonctionner différemment. C'est comme ça que tu donnes le pouvoir aux gens. C'est comme ça que tu donnes le pouvoir à ton enfant de marcher. Comprends comment on va faire pour marcher. C'est ton cerveau reptilien. Regarde, tu fais un pas après l'autre. Au bout d'un moment, il apprend et puis il marche. Et il a le pouvoir de marcher. Quand il a 6 mois, il s'en fout. Donc l'idée, c'est ça. C'est de dire, OK, je vais déjà passer par la case comprendre. Et donc moi, il y avait une grosse partie où j'explique comment fonctionne l'addiction au tabac, l'addiction psychologique, comportementale, physiologique, quels sont les impacts dans le mental, dans le physique, etc. Donc là, l'idée, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne, les ancrages dans le cerveau, les croyances, comment tu les crées. Et ensuite, il faut apprendre à sortir de ça. Et c'est ce travail-là qu'il fallait faire avant de pouvoir ensuite basculer à l'hypnose sur la partie plus inconsciente. Pourquoi ? Parce que tu prépares le terrain. Et l'hypnose, c'est un petit peu de la pluie qui tombe sur le sol. C'est-à-dire que si sur le sol, c'est une pierre, un bout de caillou, et que la pluie va tomber sur un bout de caillou, tu peux faire toutes les séances d'hypnose que tu veux, ça fonctionnera jamais. En revanche, si tu as réussi à mettre des petites graines par-ci par-là sur la terre et que la pluie va tomber, elle va faire germer les graines, à ce moment-là, l'hypnose, elle va être extrêmement efficace. Et c'est comme ça que moi, j'ai réussi à aller chercher des statistiques un peu supérieures à ce qu'on avait habituellement en hypnose. C'est super satisfaisant de faire en sorte de entre guillemets, sauver la vie des gens, puisque moi, quand j'allais faire des séances le samedi, ma fille, elle disait, papa, tu vas où ? Moi, je disais, je vais sauver une vie. Parce que si la personne elle arrête de fumer à 35 ans, peut-être que je lui sauve la vie, peut-être qu'elle n'aura pas son cancer du poumon à 55. Moi, ça m'animait vraiment cet accompagnement des non-fumeurs. Je vais continuer à les accompagner, mais à distance, avec des séances qui seront plus à distance, avec des programmes qui pourront suivre chez eux en asynchrone. Et évidemment, un entretien avec moi, puis la séance d'hypnose. Mais en tout cas, moi, c'était très important pour moi de travailler sur l'addiction au tabac, parce que justement, j'avais l'impression de sauver vraiment des vies, beaucoup plus que si je travaille sur la confiance en soi ou sur le fait que tu dors mieux la nuit, même si effectivement, bien dormir la nuit et avoir confiance en soi, c'est quand même positif. Donc vous voyez que chez le fumeur, c'est vraiment compliqué, c'est-à-dire que quand le fumeur il vient se présenter en face de toi pour que tu travailles avec lui pour l'aider à arrêter de fumer,
C'est compliqué parce que il va arriver en se disant ça va être difficile. Ça va être difficile d'arrêter de fumer. Souvent, c'est ce que j'avais. J'ai déjà essayé, j'ai pas réussi, je sais que c'est dur. Et puis, je vais pas y arriver, je suis pas capable, j'ai pas la compétence. Là, tu as le couple parfait pour pas faire les choses. Moi, je m'amusais à faire un petit test. Au bout de 30 minutes d'entretien, je prenais un stylo comme ça, je me mettais en face de la personne et je disais, bon, si je vous lance ce stylo qui est là, un stylo, j'aurais pu avoir une balle dans mon cabinet, mais j'avais pas de balle, j'avais des stylos. Si je vous lance ce stylo qui est là, sur une échelle de 100%, quelle est la probabilité pour que vous parveniez à l'attraper? Voilà, tout simple comme question. Et là, j'avais jamais 100%. Jamais j'avais 100%. J'avais toujours 60%, 70%. Et je comprenais pas. Je disais, mais pourquoi je vais pas le lancer fort, je vous le lance doucement. Donc, pourquoi vous me dites pas 100%? C'est pas dur. C'est facile de l'attraper. Parce que ça va être difficile. Il va le lancer fort. Ça va être compliqué que je puisse l'attraper. Je suis maladroit, je vais pas y arriver, l'estime de soi. Et donc, on a le couple parfait pour toujours réduire un petit peu les choses en disant « Ah là là, impossible que j'atteigne cet objectif. Impossible que je puisse attraper le stylo. » Et donc, je réduis ma probabilité. Je la mets à 50, 60, 70. Et jamais je ne dis 90 ou 99 ou 100. De temps en temps, ça arrivait, mais c'était exceptionnel. Exceptionnel. Et ce qui se passait, c'est que le stylo, je le lançais et évidemment que la personne, elle l'attrapait. Évidemment, et elle disait, oh bah oui, je dis, bah évidemment que vous allez attraper le stylo, c'est quand je vous pose cette question-là, c'est 100%. Mais comme vous êtes fumeur et que votre cerveau, anxiété, estime de soi en baisse, eh bien, il va se diminuer et il va augmenter la difficulté. Et à partir de là, je vais aussi baisser mon évaluation de la probabilité de réussite. Voilà pour cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos sur l'addiction au tabac parce que ça me passionne énormément. Et franchement, c'est possible d'arrêter de fumer, c'est vraiment possible et surtout, c'est facile. C'est ce que je disais moi à mes clients, c'est facile. Si ça n'était pas facile, les gens, ils ne pourraient pas arrêter seuls. Mon père, il a arrêté tout seul du jour au lendemain, mon beau-père aussi. Donc si c'était pas aussi simple, ils ne pourraient pas le faire. L'alcool, c'est impossible. J'ai arrêté d'arrêter les personnes au niveau de l'alcool parce que c'est impossible. C'est impossible. Alors que le tabac, tu peux arriver le matin à 10h, tu repars à midi de mon cabinet, tu fumes plus jamais. Alors que l'alcool, c'est impossible. Tu es alcoolique, tu te lèves le matin, tu commences à boire, tu viens me voir pour faire de l'hypnose pour arrêter de boire de l'alcool, c'est mort, ça ne fonctionnera pas. Il faut tout un dispositif autour de toi pour réussir à atteindre ton objectif. C'est beaucoup plus difficile d'arrêter l'alcool que d'arrêter le tabac. Et donc, il faut bien comprendre ça. Et ça fonctionne un petit peu de la même manière l'alcool aussi. C'est-à-dire anxiété, et puis estime de soi très, très, très faible. Parce que les mêmes mécanismes, j'attends d'arrêter de boire de l'alcool. Le fait que je boive beaucoup d'alcool, je sais ce que ça va faire, je sais où ça va me conduire. Perte d'emploi, conflit avec mes proches, problèmes physiologiques, évidemment, problèmes de santé. C'est exactement le même mécanisme que la cigarette. C'est quand mon prochain verre, quand est-ce que je vais pouvoir refaire la fête avec mes potes pour boire encore, mais c'est quand que je vais me faire virer, parce qu'à un moment donné, forcément, les gens ils vont s'en rendre compte. Et puis quand est-ce que je vais avoir une cirrhose du foie, et quand est-ce que je vais tomber malade, parce que forcément, vu la quantité d'alcool que je bois, forcément qu'un jour, l'épée de Damoclès, elle va tomber. Même mécanisme. Mais, comme le produit, il est plus addictif, c'est plus dur d'arrêter. Alors que la cigarette, nicotine, c'est tranquille la nicotine, c'est tranquille. Il faut boire de l'eau, faut résister, mais je ferai d'autres vidéos sur ce sujet. Et c'est vrai qu'après, l'hypnose va aussi t'aider. Sur quoi on travaille avec l'hypnose? Évidemment qu'on travaille sur l'estime de soi et sur le fait que les choses ne sont pas très compliquées. Donc, on va essayer de réduire la difficulté de l'objectif, d'accord? Réduire la montagne qui se dresse devant toi et monter ta capacité d'être capable de franchir cette montagne. Ça, on le fait très bien en hypnose. Donc, c'est pour ça que c'est aussi assez efficace quand tu travailles avec l'hypnose pour ce genre d'objectif. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et retenez bien ce mécanisme des attentes dans votre cerveau, c'est quelque chose qui est vraiment clé dans énormément de domaines, Là, on a fait une petite série sur la charge mentale et sur l'addiction au tabac, mais honnêtement, ça fonctionne pour tout, y compris la procrastination, les conflits avec tes enfants, les conflits avec tes parents, les conflits avec tout le monde. Ce sont des attentes que tu as dans ta tête, que tu n'as pas gérées, que tu n'as pas posées sur un papier et sur lesquelles tu n'as pas décidé d'agir. À bientôt!